là. Donc, je vais vous présenter des travaux que nous avons soumis pour publication il y a quelques semaines, et qui est en cours de révision. Donc, c'est la première fois que je présente ces résultats, puisque ça vient d'être préparé pour une publication. Et donc, je vous demande de me pardonner si ce n'est pas encore très fluide. Et puis, ça vous laissera d'autant plus de liberté pour poser des questions si je n'ai pas été très clair. Donc, avec la permission d'Hervé, qui n'a pas trop le choix, je vais déjà changer mon titre. Donc, évolution des chromosomes de vertébrés, c'était le titre officiel. Et celui qui devient, c'est évolution des chromosomes à l'origine des vertébrés. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous brosser un tableau général de comment est-ce que les chromosomes de vertébrés évoluent, qui était un peu peut-être le titre un peu ambitieux qui était proposé au départ, mais je vais vraiment me focaliser sur l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé juste avant et juste après que l'ancêtre commun à tous les vertébrés ait existé. Il s'est passé des choses assez dramatiques, si l'on peut dire. Donc voici un arbre très très simplifié des vertébrés. Alors l'ancêtre dont je parle, il est là, Vertebrata, et il existe aujourd'hui environ 60 000 espèces de vertébrés vivants. Ce Vertebrata vivait il y a environ un demi-milliard d'années, 500 millions d'années. Voilà, comme vous le savez tous, les vertébrés incluent les mammifères, les sauropsidés, donc les oiseaux, les reptiles, les poissons cartilagineux, qui d'ailleurs, en passant, sont une branche très séparée de tous ceux dont je viens de parler. Ce sont les requins, etc., sont aussi éloignés des poissons téléostéens que des mammifères. Et ça inclut aussi ce qu'on appelle les cyclostomes, c'est-à-dire les lamproies et les myxines, des espèces assez rares et assez basales, on va dire, qui vont avoir leur importance dans la suite de cette présentation. Et puis, ce qu'on appelle des groupes externes, aux vertébrés, ce sont les siones. Je ne sais plus quel est le nom exactement. Ce sont des petits organismes filtreurs, tuniciers, voilà, merci. Et puis Amphioxus, qui est aussi un petit animal qui ressemble à un petit anchois, mais qui n'a rien à voir avec les poissons, évidemment, et qui est un céphalocordé qui a dérivé ici. Voilà, donc ces vertébrés sont très intéressants pour les gens qui s'intéressent à l'évolution des chromosomes, parce que juste avant l'ancêtre commun à tous les vertébrés, ces deux étoiles indiquent qu'il y aurait eu deux duplications complètes du génome de l'animal, de l'espèce qui était présente juste avant. Donc, évidemment, quand on dit duplication complète du génome, ça veut dire duplication complète de tous les chromosomes et de tous les gènes qu'ils portent. Donc, tous les gènes qui étaient en une copie dans ce génome-là se retrouvent en 4 copies ici. Et aujourd'hui, dans les génomes modernes, on retrouve, en particulier par exemple dans le génome humain, environ 35% des gènes humains, de nos gènes, sont en copies multiples suite à ces deux duplications. D'accord ? Donc certains sont en 4 copies encore, certains sont revenus en 3 ou en 2 copies. Parfois, certains sont en 6 ou en 7 copies, évidemment, parce qu'il y a pu y avoir encore des duplications gène à gène dans cette lignée-là. Mais voilà, il reste une trace très importante de ces deux événements dans les génomes modernes. Et il se trouve que, bon, évidemment, ces gènes-là sont très intéressants, ont attiré l'attention des biologistes de l'évolution depuis très longtemps. Et ces 35% de gènes se trouvent être enrichis en multiples propriétés, mais surtout en maladies. Ce sont des gènes qui sont souvent trouvés mutés dans des maladies génétiques, en particulier des maladies graves comme le cancer. Donc, d'autant plus intéressant de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont restés en plusieurs copies, surtout s'ils sont dangereux, en quelque sorte, pour leurs hôtes. Alors, je reviens 50 ans en arrière, en 1968, quand Susumu Ono, un biologiste d'évolution d'origine japonaise, mais établi aux États-Unis, qui a écrit un livre qui est vraiment fondamental fondateur, je dirais même, pour notre discipline. Et il a dit, je vous le traduis en français, il est probable que le premier vertébré à émerger sur la Terre, émerger vraiment dans le sens littéral, c'est-à-dire sortir de l'eau, avait probablement non, pardon, je me trompe. Non, le premier vertébré dont je parle, là, il était dans l'eau. Il vivait dans l'eau. Et probablement dérivé d'un chordé primitif par tétraploïdisation. Tétraploïdisation, ça veut dire qu'à partir d'un génome diploïde, donc 2 chromosomes par paire comme nous aujourd'hui,
eh bien, il a doublé son génome. Il est devenu, non pas mais tétraploïde. Alors ça, c'est donc une duplication complète de génome. Et puis un peu plus loin dans le même livre, dans le même chapitre de livre, il dit un ancien poisson crossoptérygien, c'est-à-dire ancêtre des poissons, qui était un ancêtre direct des mammifères, avait déjà atteint le nombre, la quantité d'ADN totale par une deuxième tétraploïdisation, avant d'émerger cette fois-ci vraiment de l'eau pour vivre sur la Terre. Donc une première puis une deuxième tétraploïdisation, c'est-à-dire 2 duplications complètes de génome. Donc ça, c'était une hypothèse. Évidemment, en 1968, il n'y avait aucun génome de séquencé, il y avait à peine quelques fragments d'ADN séquencés, et Susumu Ohno était arrivé à cette conclusion par une méthode, disons, une extrapolation à partir de l'observation que certaines protéines qu'on pouvait isoler et caractériser à l'époque étaient en nombre plus important chez les mammifères que chez les invertébrés, qui donc ne sont pas des vertébrés, et donc qui faisaient une sorte d'extrapolation. Alors c'était très très approximatif. Si on refaisait les mêmes manips aujourd'hui, on n'arriverait peut-être pas à la même conclusion, mais lui avait eu cette vision qui a tenu pendant longtemps et qui a mis beaucoup de temps à être vraiment démontrée. Beaucoup d'observations anecdotiques, on va dire, ont soutenu cette observation, mais en 2005, un groupe aux États-Unis a analysé le génome humain et l'a comparé à lui-même. Alors évidemment, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut découvrir une duplication de génome en le comparant à lui-même? Tout simplement en observant si des régions du génome humain retrouvent 3 autres partenaires dans le même génome. Ce qui voudrait dire que ça forme des groupes de 4, la partie qu'on compare aux 3 autres. Et si on retrouve de manière assez constante dans le génome des régions qu'on appellerait donc dupliquées, qui sont en 4 copies, eh bien, ça serait une preuve assez générale qu'il y aurait eu 2 duplications complètes de génome. Alors ici, je vous montre un exemple, c'est le chromosome 2, c'est une des figures de leur article. Donc ça, c'est la longueur du chromosome 2 humain. Et puis ici, vous avez les autres chromosomes humains, sauf le 2, je pense. Dans le 2 doit être là, mais la ligne est vide. Et un petit point est marqué à chaque fois qu'on a un gène qui se trouve sur cet axe-là, qui a une copie dupliquée sur l'un des autres chromosomes humains. Alors, ce qu'on cherche à voir, ce sont des régions comme ici, par exemple, où le long de cette région-là du chromosome humain, et ignorer les lignes en bleu ici, c'est une autre information. Ce qui est important, c'est à partir de cette ligne-là jusqu'en haut. Vous voyez que sur cet axe-là, où on a des gènes le long du chromosome 2, eh bien, on a des gènes ici, des gènes ici, des gènes ici, sur 3 autres chromosomes du génome humain. Donc, ça laisse penser que cette région-là, eh bien, existe en 3 autres copies dans le génome, ce qui correspondrait à 4 copies en tout, correspondant à 2 duplications complètes. Et puis, si on se promène le long du chromosome 2, on retrouve une autre région qui ressemble un peu à ça ici, puis une troisième ici. Vous voyez, avec ces trois régions-là, il y a une quatrième ici qui pose un peu problème. Et voilà. Grosso modo, la longueur du chromosome 2 est assez cohérente avec cette idée qu'il existe 4 copies du génome dans le génome humain, en fait. 4 copies à l'intérieur du génome. Et bon, si on regarde les autres chromosomes, peu ou prou, on retrouve à peu près le même pattern. Donc, c'était une démonstration assez convaincante du fait que le génome avait bien subi 2 duplications complètes de génome, comme le suggérait Susumu Ohno 3 ou 4 décennies plus tôt. Et puis, 2 ans plus tard, un groupe au Japon, cette fois, a fait un petit peu le même travail, mais a automatisé la détection de ces régions-là et a intégré ça dans un scénario que je vous présente ici, où ici vous avez le génome humain, avec les bâtonnets colorés qui sont les chromosomes humains. Et puis, ils ont reconstitué, à partir de raboutage de ces régions dupliquées, un génome, ici, qui serait celui juste après les 2 duplications complètes de génome. Donc là, les petits bâtonnets colorés sont des reconstructions, disons, informatiques qui correspondent à des chromosomes qui seraient justement celui du vertébré, du gnatostome ancestral, c'est-à-dire l'ancêtre des vertébrés à mâchoire. Alors, ensuite, par inférence, également, ils disent, OK, ceux qui sont du même groupe d'homologie, ceux qui ont la même couleur, ici, dérivent d'un même chromosome pré-duplication ancestrale. Et donc, ils ont inféré la présence ici de 10 à 13 chromosomes pré-duplication. Donc là, vous rappelez les 2 étoiles,
eh bien, ce génome-là correspondrait à ce génome qui était avant les 2 étoiles. Alors, avant les 2 étoiles, on avait un génome à 10 ou 13 chromosomes. Il se duplique une première fois, il donne ces chromosomes-là, qui se redupliquent et qui donnent cela. Et puis ensuite, l'évolution suit son cours et on arrive au génome humain, ici au génome de poulet et aussi au génome d'un poisson. Donc voilà, c'est un papier très important, publié en 2007, qui contenait beaucoup d'approximations. En particulier, je vous ai dit 10 à 13 chromosomes, mais ils ne savaient pas très bien si c'était 10 ou 13 ou 12 ou entre les deux, parce qu'ils avaient du mal à résoudre les événements qui sont passés entre les 2 duplications. Ici, vous voyez, ils ont cassé ce chromosome en 2, ils ont cassé celui-là en 2, ils ont cassé celui-là en 2, donc ils ont choisi de faire des fissions de chromosomes, mais ils disent on aurait aussi bien pu faire des fusions de chromosomes, et on aurait eu le même, ça aurait été aussi cohérent avec nos données. Ici, on a choisi de faire des fissions arbitrairement, mais voilà, donc les conséquences ne sont pas négligeables. Voilà, donc c'était un papier fondateur aussi, mais qui a bien démontré aussi l'existence de ces 2 duplications. Voilà, donc c'est à partir de là que nous on reprend un petit peu ce thème et on voudrait reconstruire ces événements-là avec encore plus de précision, résoudre les incertitudes et éventuellement clarifier les zones qui étaient peu claires. Donc pour cela, nous avons utilisé une méthode qu'on a développée au laboratoire qui s'appelle AGORA. Algorithms for Gene Order Reconstruction in Ancestors, c'est les initiales de ce titre-là. Donc on va reconstruire des génomes ancestraux aussi, avec une procédure bioinformatique qui est détaillée ici, dont je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on part, c'est en anglais ici, mais on part ici de génomes modernes. Alors au lieu de regarder à l'intérieur du génome humain comme les études précédentes, on va comparer différents génomes entre eux, de différentes espèces, et en l'occurrence on va comparer 61 génomes complets d'animaux qui dérivent de cet ancêtre qui nous intéresse. On va prendre les génomes, on va prendre les gènes qui sont annotés dans ces génomes, leur position, donc leurs coordonnées, et leur relation d'homologie. C'est ce qu'on appelle ici gene phylogenies. Et puis on va comparer tous ces génomes entre eux pour essayer de reconstruire la version ancestrale de ces génomes-là. Alors comment est-ce qu'on fait? Très rapidement, on va comparer les génomes 2 à 2. Donc ça fait beaucoup de comparaisons 2 à 2, parce qu'il y a 61 génomes, donc vous imaginez le nombre, ça fait un peu plus de 1000 comparaisons. Et puis à chaque fois qu'on va voir deux gènes modernes qui sont voisins dans, par exemple, le génome humain et par exemple le génome du poulet, eh bien on va dire, ok, si ces 2 gènes sont voisins dans ces 2 génomes distants, eh bien la cause la plus parcimonieuse, c'est que c'était déjà 2 gènes voisins dans leur ancêtre commun. Donc là, on a reconstruit déjà une adjacence de 2 gènes dans leur ancêtre commun. Donc ça, on va le caractériser par un graphe où vous avez ici ces gènes qu'on observe voisins dans 2 génomes modernes, et on met un numéro à chaque fois qu'on observe qu'ils sont voisins, effectivement, dans ces 2 génomes. D'accord ? Donc ces 2 gènes-là ont été vus une fois voisins, mais concomitantes dans 2 génomes. Ces 2-là, 3 fois, ces 2-là, 2 fois, etc. Puis comme on fait des centaines et des centaines de comparaisons, ces chiffres-là, là c'est pour juste un dessin pour expliquer, mais ces chiffres-là montent à des centaines, voire à plus de 1000 comparaisons dans lesquelles on a vu 2 gènes adjacents. Alors parfois, évidemment, on a des fourches comme ici, parce que ce gène-là, il est vu dans une comparaison voisin de celui-là, et puis dans 3 comparaisons voisins de celui-là. Ça peut arriver si les gènes bougent, se déplacent dans les génomes. Donc à un moment donné, il faut choisir. Donc c'est ce graphe d'adjacence qui correspond à tout ce qu'on observe dans ces comparaisons, on va le linéariser en suivant les chemins de poids, donc correspondant au nombre de fois où cette adjacence a été vue, les plus élevés. Voilà, donc ça, il y a des algorithmes pour faire ça. Donc la linéarisation revient à choisir des adjacences ancestrales qui finalement font des graphes linéaires qui correspondent à des ordres de gènes ancestraux. C'est l'inférence que l'on fait. Alors ici, c'est des petits fragments, mais avec 61 génomes qui on dérive d'un ancêtre commun, eh bien, on arrive à faire des reconstructions qui parfois peuvent atteindre quasiment la taille d'un chromosome. C'est-à-dire que le nombre de gènes qu'on arrive à remettre dans le bon ordre correspondent à l'équivalent de ce qu'on trouve aujourd'hui dans un chromosome moderne, c'est-à-dire plusieurs centaines de gènes d'affilée, ce qui est intéressant parce que ça permet de reconstruire un karyotype ancestral avec une assez bonne précision. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne précision? C'est pas facile parce qu'évidemment, c'est toujours un peu le gag dans notre discipline, c'est que ces génomes, ils vivaient il y a des centaines de millions d'années. Eh bien, un malin qui peut dire qu'on s'est trompé ou qu'on a raison, parce qu'évidemment, on ne peut pas remonter en arrière, on ne peut pas séquencer ces génomes. Il faut vraiment accumuler des évidences, disons, indépendantes pour montrer que ça s'est produit et que la reconstruction est fiable. Alors, je vais vous montrer l'une de ces reconstructions indépendantes.
Il s'agit de ce qu'on appelle de la zoofiche. Alors zoo parce qu'on compare des animaux, et en l'occurrence des génomes d'animaux. Et la fiche, c'est une technique que vous connaissez peut-être, qui correspond à l'hybridation de l'ADN d'une espèce sur de l'ADN d'une autre espèce, et ici, en l'occurrence, par fluorescence. Alors, un exemple très concret, ici, ce sont des chromosomes de tatou qui sont fixés sur une lame de microscope qu'on observe en métaphase, donc ils sont condensés. Et puis on a pris 2 chromosomes humains, le X, HSA c'est pour Homo sapiens, le X et le 1, qu'on a marqués par un fluorophore, en l'occurrence vert et rouge, et on les a hybridés sur les chromosomes de tatou. Hybridés, ça veut dire que le chromosome X humain va reconnaître son équivalent par homologie de séquence, par complémentarité de base, sur les chromosomes de tatou. Donc vous voyez que le chromosome X reconnaît 2 chromosomes de tatou, et le chromosome 1 reconnaît 4 chromosomes de tatou. On peut faire la même chose avec des chromosomes de tapir, par exemple. Ici, il y a un autre exemple avec le chromosome 7 et 16 humains. Bon, voilà, on voit ici qu'il y a un chromosome qui est marqué à la fois par le 7 et le 16, et puis l'autre, voilà, tout simplement par le 7. Donc, en faisant beaucoup d'expériences comme ça, on peut reconstituer des situations ancestrales. Par exemple, ici, on peut déduire que, vu que le X c'est une paire de chromosomes aussi dans l'espèce humaine, et bien ici, on voit que c'est une paire de chromosomes aussi chez le tatou. Donc, par une inférence, disons, parcimonieuse, on peut conclure que le chromosome ancestral du tatou et de l'humain, eh bien, était également, enfin le X ancestral était également un seul chromosome, pas 2. Par contre, pour le 1, on ne peut pas décider. Il est un seul chromosome dans l'espèce humaine, c'est le chromosome 1. Ici, on voit, enfin c'est une paire de chromosomes 1, et puis ici, on voit que c'est 2 paires de chromosomes. Donc on ne peut pas savoir si l'ancêtre, il avait 2 paires qui se sont fusionnées en une seule paire chez l'homme, ou bien si c'était une paire chez l'ancêtre qui s'est cassée en 2 dans le génome, dans la lignée du tatou. Mais on peut faire une 3e espèce, et puis ainsi de suite, travailler par redondance, et puis finalement accumuler des résultats qui permettent de reconstruire un karyotype ancestral des eutériens, donc de ces animaux de type mammifère. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc les bâtonnets colorés correspondent à ces chromosomes du génome ancestral eutérien qui vivaient il y a environ 100 millions d'années. Et les couleurs correspondent aux chromosomes humains modernes, juste pour avoir un repère. D'accord ? Donc ça, c'est une reconstruction purement expérimentale où on a fait des hybridations sous le microscope. On a pris des photos et les auteurs ont simplement, pareil, fait du raboutage en quelque sorte de fragments. Donc ça, c'est un travail qui a été publié dans multiples revues. L'image finale tirée d'une revue qui a été publiée en 2007. Donc pour nous, c'est excellent parce qu'on peut aussi reconstruire nous-mêmes avec Agora le génome ancestral Eutheria ou un génome très très voisin et comparer. Si on a une réponse qui est similaire, c'est qu'on ne s'est pas trop trompé. Si on a des chromosomes complètement différents, eh bien c'est qu'il y a un problème. Donc voilà la réponse. Ça c'est le génome Eutheria que je viens de vous présenter, obtenu par zoofiche, qui vivait il y a environ 90 millions d'années. Et puis, nous, on a réussi à reconstruire le génome Boreutheria, qui est très voisin, qui a vécu il y a 85 millions d'années. Et par Agora, vous voyez ici, alors j'ai utilisé les mêmes couleurs ici pour étiqueter les chromosomes. Donc, vous voyez qu'on a strictement, dans les moindres détails, le même karyotype. D'accord ? Ici, du violet, du rose, du violet, du rose, du vert, du violet, du vert, du violet, etc., etc., etc. On a les mêmes chromosomes. Juste avec un seul programme informatique qui compare évidemment 61 génomes, et qui fait, en fait, électroniquement, si vous voulez, exactement ce qu'ont fait les auteurs avec leurs hybridations zoophiles. Ils ont comparé les génomes par des expériences, nous on les a comparés par des programmes informatiques. Mais ça nous a donné confiance pour dire, finalement, si nos génomes sont globalement corrects, alors en plus d'avoir reconstitué les chromosomes et leur appartenance respective par rapport au génome moderne, on a aussi ces lignes noires à l'intérieur qui correspondent à l'ordre des gènes. D'accord ? Puisque notre unité de travail, c'est le gène, et donc on a pu réordonner par Agora, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gènes à l'intérieur des chromosomes, ce qui nous donne beaucoup d'informations pour ensuite inférer la présence, l'absence des gènes, l'ordre qu'ils ont gardé, etc. Donc revenons à nos génomes ancestraux de vertébrés. Nous, on a décidé de travailler avec un génome ancestral reconstruit avec Agora, qui était l'ancêtre des amniotes, qui est ici. Alors les branches ne sont pas du tout à l'échelle, hein. Le génome amniote, c'est l'ancêtre des oiseaux, des reptiles et des mammifères. L'ancêtre amniote vivait il y a environ 320 millions d'années. Et nous nous sommes dit que plutôt que de comparer
pour essayer d'accéder à ce génome-là, qui vivait il y a environ, dont l'autre vivait il y a environ 500-550 millions d'années, eh bien, plutôt que de travailler avec des génomes modernes, eh bien, on va travailler avec un génome beaucoup plus proche de ces événements-là, donc Amniota qui était à moins 300 millions d'années. Et peut-être qu'avec ça, on aura une vision beaucoup plus claire des événements qui se sont produits juste avant. Donc voici très concrètement à quoi ressemble le génome reconstruit Amniota par Agora. Donc on a ce qu'on appelle des cars ici. Ça, c'est juste un peu de modestie pour dire qu'on n'a pas vraiment reconstruit des chromosomes, parce qu'on ne sait pas en fait si Agora a vraiment reconstruit tous les chromosomes. On a au moins reconstruit ce qu'on appelle des contiguous ancestral regions, des régions contiguës ancestrales. Alors on espère que la plupart correspondent à des chromosomes de bout à bout, d'un télomère à l'autre, mais il n'est pas exclu qu'on n'ait pas réussi complètement et que certains de ces petits fragments correspondent à plusieurs fragments d'un même chromosome qu'on n'aurait pas réussi à reconstruire. Donc, qu'est-ce qui se passe si un génome se duplique 2 fois de suite? Voici un génome schématisé de 4 chromosomes. Il se duplique une première fois, il donne 8 chromosomes, évidemment, il se duplique en 2, donne 8 chromosomes. Et les lignes oranges ici correspondent à un exemple où on a suivi les gènes qui se trouvent sur ce chromosome et qui maintenant se retrouvent en une deuxième copie sur ce chromosome-là, qui est la copie de celui-là. Et donc forcément, si on suit les gènes en 2 copies dans ce génome-là, eh bien, ces 2 chromosomes-là vont être liés par ces gènes dupliqués, qu'on va appeler des gènes homologues, en mémoire de Susumu Ono, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les gènes homologues sont des gènes qui sont issus d'une duplication complète de génome et qu'on retrouve dans les génomes descendants. Donc ce génome dupliqué une première fois va se dupliquer une deuxième fois, donc c'est la 2R, deuxième tour de duplication. Et là, cette fois-ci, les chromosomes qui étaient 2 sont là maintenant 4, donc forment une tétrade, et les gènes homologues lient les 4 chromosomes entre eux. Évidemment, ça c'est un génome ancestral intermédiaire. Maintenant, si c'est par exemple le génome ancestral amniote, eh bien, il continue à évoluer jusqu'à aujourd'hui, par exemple le génome humain, avec des réarrangements, des délétions, etc. Donc la jolie tétrade qu'on voit ici a été largement brouillée, donc 300 millions d'années plus tard. Maintenant, vous imaginez que ce n'est pas juste une tétrade, mais c'est 4 tétrades qui sont mélangées là-dedans, et vous pouvez imaginer que c'est un petit peu brouillé. Donc, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est plutôt que de travailler avec le génome humain, c'est de travailler avec le génome ancestral amniote, où on espère avoir ces tétrades bien visibles et donc pouvoir remonter les événements ici avec une grande clarté. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de partir de tétrades de car amniota, si on peut, et de remonter au karyotype pré-1R. Alors, la première chose qu'il faut, évidemment, c'est, là je vous ai dit, on a reconstruit le génome amniota avec ses chromosomes, hein, il y en avait, je crois, 59 si je me rappelle bien. Il faut maintenant trouver les gènes dupliqués. C'est eux qui vont faire le lien entre les chromosomes. Donc, il faut trouver les homologues. Alors là, je vais rentrer un peu dans les détails, je suis désolé, ce n'est pas passionnant, mais c'est comme ça que ça a été fait. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. On est parti de la littérature. Il y avait 2 études qui avaient publié des listes de paires de gènes dupliqués, homologues. Donc on s'est dit, on va les prendre, on va regarder un petit peu. Et puis on en a construit une 3e, directement à partir de notre génome amniota. Ça nous faisait environ 18 000 paires de gènes dupliqués, issus de ces 2 duplications ancestrales. Alors on les a comparées et malheureusement, elles étaient très peu chevauchantes. Il n'y avait pas beaucoup de gènes en commun, ce qui était un peu inquiétant. Donc il n'y en avait que 1273 en commun, parmi les 18 000, la somme des 3, en commun dans les 3 listes. Donc on s'était dit, mince, peut-être qu'il y a beaucoup de gènes dupliqués qui sont en fait des faux positifs, des erreurs dans ces listes. Donc on a essayé de construire une liste unique qui soit fiable en partant de ces 1273 et en suivant un principe qui est compatible avec les deux R. Ça ne veut pas dire que ça la prouve ni rien, mais ça veut dire que c'est juste compatible. Donc comment est-ce qu'on a fait? On est parti des paires de la liste commune. Ici, vous avez des quarts ancestraux d'amniote, les petits bâtonnets gris, et ça, c'est un gène qui sont liés en paires, comme ça, G1, G2, G2, G3, dans cette liste initiale. Donc ça, ce sont des gènes dupliqués et qui se trouvent sur 3 quarts différents. Donc ça, c'est compatible avec l'idée que avant les 2R, avant les 2 duplications, c'était un seul chromosome, qui s'est dupliqué en plusieurs copies, en 4 a priori, et là, on en a retrouvé 3 parmi les 4 qui sont liés avec chacune un gène sur chacun des quarts. Ensuite, on est allé voir dans le reste de la liste, si on trouvait des paires qui liaient l'un de ces 3 gènes, donc là on a trouvé G4, qui se trouve sur un 4e quart. Donc là on est toujours compatible parce qu'on veut 4 quarts dans une tétrade de chromosomes chez l'amniote, pas plus. Et donc on a continué, mais si jamais on trouve un 5e gène qui est lui sur un 5e quart, on le rejette parce que ça c'est pas compatible avec les 2 duplications successives, on veut que 4 quarts. Et donc on continue jusqu'à ce qu'on ferme ou pas
le cycle pour avoir 4 quarts. Et on épuise comme ça la liste des 1263 paires, 1273 paires. On obtient un jeu de 7441 paires de gènes homologues qui sont ce qu'on appelle une liste 2R compatible et qui est fiable. Donc maintenant qu'on a ces liens possibles entre chromosomes, eh bien, il faut qu'on travaille un petit peu. Alors, quels sont les scénarios qui nous ont permis de travailler? Si on imagine un chromosome pré-1R, donc avant les 2 duplications, puis il se duplique avec la 1R, ça fait 2 chromosomes, puis se reduplique, ça fait la 2R, ça fait 4 chromosomes, c'est le scénario le plus simple. Ces 4 chromosomes ABCD chez notre amniote ancestral, eh bien, vont être liés par des gènes dupliqués, comme la tétrade que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je la représente en carré, les 4 chromosomes. Les flèches ici représentent des liens forts d'honologie, de présence de beaucoup de gènes homologues. C'est un scénario le plus simple. Un chromosome ancestral donne 4 chromosomes descendants après les 2R qui sont liés en tétrade. Le problème, c'est qu'on peut aussi imaginer que entre la première et la deuxième duplication, eh bien, ces 2 chromosomes-là fusionnent, par exemple. Ce qui fait qu'on n'a pas 4 et 4 chromosomes, mais 2 ici qui sont le résultat de la fusion puis de la duplication, et puis celui-là qui s'est redupliqué. Donc ça fait 6 chromosomes. Ou bien, entre les 2 chromosomes, entre les 2 duplications, on a une cassure ici, non pas une fusion. Et qui dit cassure dit forcément que ces 2-là vont se dupliquer indépendamment, celui-là aussi, et donc on va se retrouver avec 6 chromosomes à nouveau. Et quand on va regarder les liens d'homologie qui lient ces 6 chromosomes, eh bien, on a un seul scénario, un seul résultat. C'est 2 tétrades accolés, avec B et D ici, qui sont ici, là ou là, qui sont moitié homologues avec ces 2-là et moitié homologues avec ces 2-là, moitié homologue avec ces 2-là, moitié homologue avec ces 2-là, et donc ils sont ici au milieu. Ils partagent des liens d'homologie avec d'une part AC et d'autre part EF. Et là, on ne peut pas décider. Si on observe ça dans nos relations d'homologie, on ne peut pas savoir si c'est ça ou ça qui s'est passé. Donc on a un problème. Et puis le troisième scénario, c'est si après la deuxième duplication, on a une fusion de chromosomes. Alors là, on obtient une situation comme ça avec le chromosome B qui est à moitié homologue avec ces 3-là et à moitié homologue avec ces 3-là. Donc il est dans le coin d'une tétrade et il a 3 homologues ici, 3 homologues ici. Voilà. Donc ça, c'est une signature caractéristique d'un événement de fusion après les 2 duplications. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait la manip en vrai maintenant? Alors on a pris nos chromosomes ancestraux au quart d'amniote, c'est les numéros qui sont ici, et puis on a recherché avec un test de proportion tout bête, c'est-à-dire qu'on a regardé s'ils étaient liés 2 à 2 avec plus d'homologues que si les homologues étaient répartis au hasard. Donc c'est une p-value toute simple qui nous dit, avec un seuil de confiance, si ces 2-là, il se trouve qu'ils partagent beaucoup d'homologues, donc on les lie par une flèche, et on les lie comme ça par des flèches 2 à 2, et on obtient des réseaux comme ça un peu complexes. On se dit, mince, ça ne ressemble pas à une tétrade. Mais il se trouve que ces 3-là eh bien, sont liés à 250. Ça, c'est juste des étiquettes de quart, hein, ça ne veut rien dire ce chiffre. Ils sont liés à celui-là et ne partagent pas de lien d'homologie entre eux. Vous voyez, il n'y a pas de lien de flèche entre 117 et 256. Donc ça nous incite à les regrouper en disant c'est sans doute 3 fragments d'un même chromosome. C'est compatible avec ce scénario-là. Donc une fois qu'on a fait ça, tout se simplifie parce qu'ils avaient tous les 3 des liens d'homologie avec 73 et 82, avec 250. Donc maintenant, c'est tout résumé sur une seule flèche à chaque fois. Donc on fait ces regroupements, ces assemblages si vous voulez, puis on obtient une belle tétrade, toute simple. Exactement dans le scénario le plus simple que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors si on fait ça maintenant pour tous les quarts d'amniote, on a évidemment une situation assez compliquée, je vous passe les détails. Ça c'est celle que je viens de vous expliquer. On a 3 autres cas comme ça, très simples. Mais on a des cas de double tétrade, de triple tétrade avec une tétrade en coin. Alors je vous laisse imaginer le cauchemar. Alors évidemment, on peut utiliser les 3 scénarios que je vous ai expliqués pour essayer de remonter le temps, si vous voulez, et comprendre, interpréter ces scénarios-là. Ça, je vous montre ici juste un exemple du cluster 1, par exemple. Donc il a 4 quarts. Ici, retenez un peu vite, retenez les numéros. Il y a le 99, 24, 108, puis ce groupe de 3. Et si on regarde, en fait, physiquement, dans le génome amniota, que représentent ces flèches? Eh bien, ces flèches, elles sont ici. Là, vous avez les chromosomes d'amniota, les quarts reconstruits d'amniota. Là, vous avez alors j'arrive pas à lire, 99, c'est un peu déformé, je suis désolé, 108, je crois, le 24, et puis celui avec les 3 assemblés. Et là, les flèches vertes, les liens verts, ce sont les homologues, les gènes dupliqués. Vous voyez qu'on a cette tétrade, elle saute aux yeux, il n'y a aucune ambiguïté, on a bien 4 chromosomes qui sont liés par des gènes dupliqués. C'est très très clair. Si on prend les descendants de ces gènes homologues. Donc là, on est chez l'amniote, moins 300 millions d'années. Si on regarde les descendants de ces gènes-là chez l'humain, présent, actuel, ils sont évidemment répartis dans le génome aussi, mais vous voyez que la tétrade, elle est beaucoup moins facile à voir.
c'est brouillé parce qu'il y a eu des tas de réarrangements, etc. Alors elle se distingue, il n'y a pas de doute, mais on ne sait pas très bien quoi faire avec ce chromosome, celui-là aussi, etc. Et si maintenant vous rajoutez tous les autres tétrades dans ce génome, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, on est satisfait de voir que le génome ancestral Amniota donne vraiment une vision beaucoup plus claire comme on l'espérait. Alors, si vous comptez le nombre de tétrades, ici, il y en a 17. D'accord, 3, 4 ici, 4 à nouveau ici, etc., etc. Ça fait 17 tétrades. Alors ça, c'est important parce que 17, ça veut dire qu'on avait 17 chromosomes avant les 2 duplications. Donc, on peut directement passer des 17 tétrades chez Amniota à 17 chromosomes dans ce génome-là qui précèdent les 2 duplications complètes de génome. Donc on a de 1 à 17, 17 chromosomes. Donc déjà, c'est une grosse différence par rapport à la dernière reconstruction dont je vous avais parlé par le groupe japonais qui avait reconstruit entre 10 et 13 chromosomes. En fait, nous, on en trouve 17. Donc c'est une grosse différence. Et puis, grâce au scénario dont je vous ai parlé, on peut distinguer les événements qui se sont produits après la première duplication. Donc ça, c'est le génome intermédiaire. Bon, il ne s'est rien passé entre ces deux-là. Donc de 17, on passe à 34. Puis à partir des 34 qui sont ici, il y a eu 7 fusions ici qu'on a pu détecter. Et les 7 fusions, donc ensuite, ces chromosomes fusionnés se sont redupliqués. Et donc on passe à 54 chromosomes. 34 moins 7 fois 2, ça fait 54. Et puis ensuite, ça y est, les 2 duplications sont terminées. On est chez l'ancêtre des vertébrés. Et puis l'ancêtre des vertébrés a évolué jusqu'à l'ancêtre ici des eutéléostomies, des vertébrés osseux. Ici, avec 50 chromosomes. Il y a eu une fusion ici, et on est chez l'ancêtre amniote avec 49 chromosomes. Voilà. Donc ça, c'est le scénario évolutif qu'on a pu reconstruire grâce à cette approche. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail. On a utilisé également une publication qui avait réussi à reconstruire bien avant nous le génome ancestral des chordés. Alors, ce n'était pas le génome, c'était 17 groupes de gènes qu'ils avaient inférés comme étant probablement 17 chromosomes qui existaient chez l'ancêtre des chordés en comparant Amphioxus avec le génome humain. Alors, on est très intéressé, on a comparé nos 17 tétrades à cette reconstruction de chromosomes chordata, et c'est incroyable parce que vous voyez, les couleurs représentent les groupes d'homologie, c'est quasiment les mêmes groupes. Il y a juste eu une petite fusion ici qui est complexe, qui n'est pas très, très importante, mais il y a 17 chromosomes ancestraux chez le chordé, il y a 17 chromosomes ancestraux chez cette espèce-là, et c'est quasiment les mêmes. Et ça, c'est 2 reconstructions indépendantes, donc quelque part qui se valident l'une l'autre. Donc ça, c'est très satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je vais aller assez rapidement parce que ça va, j'en ai encore quelques minutes, je crois. Voilà les 17 chromosomes dont je vous ai parlé. Alors, évidemment, on a été voir si ce qu'on avait déjà observé dans le génome humain était vérifié, c'est-à-dire, vous avez certainement déjà entendu parler des gènes OX, des gènes très importants dans le développement embryonnaire chez les vertébrés, qui sont en 4 groupes de gènes dans 4 chromosomes différents humains. Ce sont les chromosomes humains, et vous avez ici, alors HO ici, HD plutôt ici. Chaque fois que vous voyez un H, moi je le vois de biais, donc je ne vois pas, il y a un HC ici, bon, les autres je ne les vois pas très bien, HB ici. Ça, ce sont les 4 clusters, H pour OX et ABCD pour les 4 clusters. Et donc, vous voyez, ils sont sur 4 chromosomes différents, mais si on regarde leur origine ancestrale, eh bien, ils vont tous sur le chromosome 1 du prévertébré. Et donc, ça, c'est parfaitement cohérent avec la manip. Il y a également 4 clusters de gènes MHC, donc du complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont dans le génome humain. Alors, il y en a un qui est responsable de notre immunité et qui est sur le chromosome 6. Mais il y en a 3 autres qui n'ont pas de gènes de l'immunité, mais qui ont néanmoins des homologies avec certains autres gènes qui sont imbriqués dans le cluster du chromosome 6, qui sont sur 3 autres chromosomes humains. Et donc c'est ceux qui s'appellent M avec un numéro, M4 ici, donc on a M, je ne sais plus combien ici, etc. Donc les 4 se retrouvent dans le chromosome 9 ancestral. Pareil, s'ils étaient dans 2 chromosomes ancestraux, on aurait eu un problème parce que toute la littérature suggère qu'ils viennent d'un même chromosome ancestral. Nous, on le vérifie ici. Si on ne l'avait pas vérifié, il y aurait eu un petit souci. Et puis le 3e, c'est le cluster de gènes Fox. Voilà, donc ça c'est juste descriptif. On peut aussi regarder le génome humain sous un autre angle et dire, on va regarder la concentration locale en gènes dupliqués issus des cas de duplication. Vous voyez, le rouge ici représente le nombre de gènes dans une fenêtre coulissante qui sont issus de la duplication complète, et on retrouve, comme par hasard, des clusters très forts, très denses, qui sont les
3 des 4 clusters OX, alors ça c'est le quatrième. Donc les gènes des OX sont vraiment des cas remarquables, des cas à part dans le génome humain. Ils ont retenu beaucoup localement de gènes issus de la 4, des 2R. Alors, je terminerai sur ce dernier point. Je reviens à Susumu Ohno qui avait donc émis cette hypothèse il y a aujourd'hui 50 ans, donc, qui a été vérifiée par maintenant 3 études, les 2 dont je vous ai parlé, plus la nôtre, plus plein d'autres disons, observations plus locales. Mais le débat a été réouvert récemment avec le génome de la lamproie, qui a été séquencé par un groupe aux États-Unis. Et dans la dernière version de ce génome, qui a été publiée au mois de février, donc là on est vraiment dans l'actualité, ils disent donc notre analyse fournit un soutien renouvelé pour l'observation que la majorité des chromosomes ancestraux de vertébrés ont subi une seule duplication complète de génome. Alors ça, c'est un peu étonnant parce que maintenant, c'est très consensuel dans la communauté qu'il y a eu un R, 2 R. Et alors eux, ils disent non, il y a eu juste une duplication. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ce que je viens de vous montrer? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Donc comment ils sont arrivés à cette conclusion? Ils ont séquencé le génome de la lamproie et ils ont comparé les chromosomes de lamproie à ceux du poulet. Et donc, si vous remontez l'arbre, eh bien, ça fait une comparaison qui est effectivement l'ancêtre des vertébrés, qui remonte à l'ancêtre des vertébrés. Alors, je vais rentrer dans une phase un tout petit peu, disons, technique pour vous montrer pourquoi ils ont pu conclure ça avec cette comparaison juste de 2 génomes. Donc, imaginez un chromosome ancestral avant les 2R. Je vais juste faire un seul chromosome pour simplifier. Donc, ce chromosome se duplique 2 fois. Donc, on a 2 lignées qui vont l'une mener au poulet et l'une mener à la lamproie. Donc, évidemment, alors ce que vous ne savez pas, c'est que cette scission entre les 2 lignées s'est faite très tôt après les 2 duplications. Donc, très rapidement, donc, là, on a 4 chromosomes qui vont évoluer vers la lignée poulet et 4 chromosomes qui vont évoluer vers la lignée lamproie. Au départ, juste après cette scission, les 4 chromosomes sont identiques, évidemment. Là, on a une espèce, elle commence à évoluer là, elle commence à évoluer là. Comment est-ce qu'elle va évoluer? Alors, évidemment, en réarrangeant un peu les chromosomes, mais surtout en perdant des gènes. Parce que ces gènes sont en 4 copies, c'est redondant, et donc, par des mutations, eh bien, les gènes vont être perdus. Mais ils vont être perdus de manière, grosso modo, aléatoire. Donc, on va arriver au génome poulet avec toujours ici, pour simplifier, 4 chromosomes, mais avec moins de gènes, et 4 chromosomes de lamproie avec toujours 4 chromosomes, mais moins de gènes. Mais les pertes ont été aléatoires. Ce qui fait que maintenant, si je compare les 4 chromosomes de poulet aux 4 chromosomes de lamproie, chaque chromosome poulet va avoir des gènes communs avec les 4 chromosomes de lamproie. C'est assez clair, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des duplications supplémentaires, ni rien, c'est juste des homologies de 4 chromosomes poulet à 4 chromosomes de lamproie. Il n'y a pas un chromosome poulet qui va être plus homologue à un chromosome de lamproie, parce que la scission a eu lieu très tôt. Au départ, ils sont tous homologues entre eux ici, et avec les pertes différentielles, on garde cette homologie de celui-là homologue un peu au 4, celui-là homologue au 4, celui-là homologue au 4, etc. Donc, maintenant, je complique un tout petit peu. On part de 2 chromosomes ancestraux, ils se dupliquent, ça fait 2 fois 2, 2 fois 4, 2 fois 4, des pertes également, etc. Maintenant, je refais mon petit plot. On obtient quelque chose comme ça. On a les 4 de tout à l'heure qui sont là, mais ces 4-là ne partagent pas d'homologie avec ceux-là. On est d'accord, hein. Ces 4-là partagent une homologie avec ceux-là, mais ne partagent pas d'homologie avec ceux-là. Donc, par contre, ceux-là, qui sont ici, partagent de l'homologie avec ceux-là qui sont ici. Okay. Donc maintenant, si on imagine qu'on a 30 chromosomes, eh bien, on a 30 petites boîtes de 4 par 4 qui correspondent à mes 30 groupes d'homologie 4 par 4 parce qu'on a 4 chromosomes à chaque fois issus par 2 duplications successives d'un chromosome ancestral. Donc ça, c'est le scénario 1R, 2R. Si maintenant on imagine qu'il n'y a qu'une seule duplication, et je terminerai là-dessus, eh bien, on a non pas 4, mais 2 et 2, 2 et 2, pareil, pertes différentielles, etc. Et si je refais ma petite matrice, eh bien, on a pareil, mais c'est des boîtes de 2 par 2. Okay. Donc ça, c'est le scénario 1R. Donc quand on compare le génome lamproie au génome poulet pour de vrai, eh bien, voilà le schéma issu de la publication de 2018. Vous avez ici les chromosomes de poulet, vous avez ici les chromosomes de lamproie, et ils ont regroupé les paquets d'homologie par des boîtes de couleurs. Alors, une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que la lamproie, ici j'ai simplifié, elle a gardé le même nombre de chromosomes qu'initialement, sauf que le génome ça a été vraiment morcelé en tout petits fragments. Il y a une centaine de chromosomes chez la lamproie. Mais l'idée reste exactement la même. Imaginez, le génome de poulet, lui, n'a pas été trop modifié, mais le génome de lamproie, imaginez la même chose, mais avec plein de petites cassures ici. Donc au lieu de faire 2 par 2, c'est 2 par 10, par exemple. Mais ça reste 2 dans les colonnes. C'est ça qui est important.
Donc vous voyez ici, ils ont colorié les boîtes en alternant du orange, du bleu, du orange, du bleu, du orange, du bleu. Et ils regardent et ils disent, tiens, mais c'est bizarre. Eh bien, la plupart des groupes d'orthologie, c'est les boîtes, eh bien, correspondent à 2 chromosomes poulets, non pas 4. Alors, on regarde bien et on dit, tiens, bon, moi j'en vois 4, j'en vois 4, j'en vois 4, 3 ici, en tout cas 4 ici. Eh bien non, eux ils disent, non, il y en a 6 sur les 11 groupes qui sont avec 2 chromosomes poulets. Effectivement, les 2 ici, ça fait 1, 2, c'est un deuxième, 3, 4, 5 et 6. Donc la plupart, c'est 6 sur 11, correspondent plutôt à un scénario 1R. Voilà, donc on s'est dit, bon, est-ce que ça tient la route? Si nous, maintenant, au lieu de prendre le poulet, on prend notre génome ancestral amniote, donc qui est 300 millions d'années plus proche de l'ancêtre qui est ici le point focal de l'étude, d'accord, donc beaucoup plus net, moins réarrangé. Et on fait exactement la même observation, donc au lieu de prendre le poulet et la lamproie, on prend l'amniote et la lamproie, et on compare. Et là, on obtient exactement, sous la même représentation, ce scénario-là, avec des boîtes qui correspondent au groupe d'homologie. Et là, vous pouvez compter, pratiquement partout, enfin, là, une vraie majorité, on a des groupes de 4 colonnes poulets. 14 sur les 17 sont très nettement des groupes de 4. On a parfois des groupes que là, j'ai compté pour 2, là, j'ai compté pour 3. Il y en a un autre que j'ai compté pour 2, je crois, je ne sais plus où il est. Mais voilà, la plupart sont vraiment complètement compatibles avec la 2R, 1R, 2R. Donc je pense qu'il y a un petit problème dans l'étude de l'emploi. Je pense que 6 sur 11, ce n'est pas assez pour pouvoir vraiment conclure sur les événements aussi anciens. Voilà, donc je vous remercie. Christine Sacerdo, c'est la chercheure dans le laboratoire qui a fait tout ce travail que je vous ai présenté aujourd'hui.